vous propose de reprendre pour le dernier temps de ces deux journées. Alors nous avons les rapports de synthèse de Christian Montes. Je vais commencer par vous puisque je vous ai oublié tout à l'heure. De Christian Montes qui est professeur de géographie à l'université de Lyon 2 et de Fabrice Ourqueby qui est, comme on dit dans le langage du cyclisme, le régional de l'étape que tout le monde ici connaît bien à Bordeaux, mais que nous connaissons également au-delà, pour les rapports de synthèse. Et je suis sûr que l'un et l'autre ne resteront pas spécifiquement dans leur champ, mais s'agissant de rapports de synthèse, il faut que je vous mets un peu de pression, que chacun aille un petit peu sur le territoire de l'autre. En tout cas, c'est ce sur quoi on compte tous. Et puis, je vous propose dans la foulée de passer à ce que les organisateurs, les vrais organisateurs, ont appelé le débat conclusif. Ils ont eu la gentillesse de vouloir me faire apparaître dans le programme de la journée. Et donc, s'il y a des questions résiduelles en cette fin de colloque, eh bien, je vous invite les uns et les autres à les poser, mais peut-être plus s'agissant d'un débat plutôt que des questions, des interventions, des états d'âme, des positionnements. Et bien entendu, là encore, je me tourne vers les étudiants en premier parce que c'est d'eux qu'on attend, sur les forces vives d'aujourd'hui et de demain, qu'on attend des interventions. Voilà. Alors, est-ce que je suis l'ordre, Fabrice Ourqueby, Christian Montes, ou est-ce que... Oui ? Allez. Bon, allez, vas-y, Fabrice. Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs de m'avoir convié. Enfin, merci, je ne sais pas, en fait, si je dois vous remercier, parce que c'était une tâche vraiment difficile, à laquelle je vais me dérober, en réalité, parce que je suis arrivé donc en n'ayant pas de notes préconstituées pour essayer de jouer le jeu du rapport de synthèse. Finalement, mon dentiste m'a gardé un certain temps. J'ai presque regretté de ne pas rester plus longtemps, parce que je me suis dit, dès que je vais revenir, il va falloir que je me replonge dans la problématique et essayer de trouver un axe. Alors, les débats ont été absolument passionnants. Et là, je prends juste très rapidement la casquette du secrétaire général de l'Association française de droit constitutionnel pour dire tout le plaisir, et au nom de Anne Levade, sa présidente, et de moi-même, tout le plaisir que j'ai eu à participer et à voir comment vous avez joué le jeu de l'interdisciplinarité dans le cadre du thème général que l'Association française avait exposé pour cette année et qui rencontre les préoccupations d'autres centres de recherche et d'autres programmes de recherche, et ça, je trouve que c'est absolument formidable. Alors, reste que vous avez confié au secrétaire général le soin de faire une partie du rapport de synthèse. Alors, l'exercice eût peut-être voulu que l'on croise nos apports, nos rapports, nos conclusions avec mon collègue géographe, mais alors là, ça aurait été formidable. On aurait eu une vraie synthèse, mais peut-être que, comme le dit Pierre-Henri, le fait de livrer chacun avec notre culture propre, notre regard sur les événements de ces journées et demie qui se sont passées, c'est aussi une forme de synthèse. Alors, je vais vous proposer quelques éléments de réflexion dans lesquels je ne citerai pas les noms, dans lesquels je ne serai pas exhaustif dans le compte-rendu des débats. C'est vraiment quelques axes forts qui m'ont semblé émerger, mais on ne se refait pas. Je vous proposerai néanmoins deux parties. Bon, on a beaucoup évoqué dans ce colloque les horizons. Et en réalité, je crois qu'on a travaillé sur les intersections. Intersection des objets, du droit constitutionnel et de la géographie, intersection des méthodes, et on avait commencé par cela hier, puis intersection des espaces, du droit constitutionnel et de la géographie. Et le mot espace a été un mot récurrent dans nos développements. Alors, ces intersections, elles ont abouti nécessairement à des interactions. Et ce sont, je crois, ces interactions qui ont été au cœur de nos interrogations. Et ce sont sur ces interactions, si vous le permettez, que j'aimerais insister pendant quelques minutes. Alors, quel espace pour quel droit ? Quels espaces pour quel droit ? Et j'allais dire, une fois la place du droit actée, par utilité ou par obligation, c'est selon quel droit pour quel espace.
Et deux hypothèses m'ont semblé émerger. Alors deux hypothèses peut-être assez évidentes, mais ce sont les deux pistes que je voudrais évoquer avec vous. D'abord, la première piste, celle d'un droit constitutionnel qui est déterminé par la géographie. Et puis la seconde piste, vous me voyez venir, celle d'une géographie saisie par le droit constitutionnel. Alors le droit constitutionnel déterminé par la géographie. On a vu comment la géographie ou la géopolitique pouvait rétroagir sur la redéfinition, voire sur la remise en cause des notions fondamentales du droit constitutionnel. Mais plus généralement ici, je voudrais revenir sur deux idées. Première idée, une géographie qui, je pense, modèle l'espace politique. Et puis une deuxième idée, une géographie qui semble déterminer, au moins en partie, le champ d'application de la norme. Donc d'abord, première idée, une géographie qui modèle l'espace politique. On a beaucoup parlé de la causalité géographique, de la détermination géographique. On a beaucoup parlé de la modélisation. Alors modélisation tant du territoire que de... Alors c'était la conception topographique du territoire qui a été évoquée. Modélisation du régime politique, modélisation de la population. J'ai cru comprendre que le mot était pas un tabou, mais en tous les cas très discuté dans une approche peut-être statistique de la géographie. Modélisation du peuple, si je reviens à l'approche juridique, avec en tout cas des conséquences à chaque fois mécaniques et systématiques sur la garantie et l'exercice des libertés. Alors plusieurs exemples nous ont été fournis, notamment à travers Montesquieu évidemment et les trois oppositions qui avaient été évoquées. L'opposition sur le climat, rappelez-vous, nord-sud, froid-chaud, avec un climat qui influence directement le caractère de l'homme vigoureux, l'homme courageux. Opposition sur les espaces, Montesquieu parle de terrain d'ailleurs, et c'est un terme qui est revenu régulièrement, terrain, territoire. Terrain, cette opposition sur les espaces, ça nous l'a été souligné, renvoyait à l'idée de sécurité, puisqu'on a pu distinguer avec Montesquieu des espaces ouverts, des espaces cloisonnés. Et puis, troisième type d'opposition, opposition sur les sols. On a parlé de la richesse ou de la stérilité des sols. En tous les cas, il faut lire en creux cette théorie de Montesquieu parce que ces paramètres renvoient effectivement aux conditions de la servitude, vont poser le rapport fondamental de la géographie à la liberté et donc vont poser la manière dont la géographie rétroagit sur la liberté. Et de la liberté à la norme, il n'y a qu'un pas, et je pense qu'il en découle nécessairement une interrogation sur la relation entre géographie et norme. Alors, sans aller jusqu'à considérer que la géographie détermine la norme applicable, je pense que ce qui ressort de nos discussions, c'est l'idée selon laquelle la géographie me semble déterminer le champ d'application de la norme, et on n'est pas tout à fait au même niveau. Donc c'est la deuxième idée, une géographie qui détermine le champ d'application de la norme. Alors comment saisir la diversité des lieux? Comment saisir la diversité des espaces et des territoires? Cette diversité va créer des zones de conflit sur le plan du droit. On a parlé des conflits du droit, on a parlé des intersections du droit, j'y reviendrai. Mais deux illustrations. Première illustration, la délimitation de l'État, la configuration en fait d'un État qui est considéré comme un espace de souveraineté, un espace d'autorité, d'où il va découler ce qu'on a pu appeler une sorte de compétence normative spatiale. L'ordre juridique devient un espace normatif. Le territoire géographique devient un domaine d'extension de la souveraineté. On est bien donc face à ce fameux paradigme étatique du droit qui est consubstantiellement lié à un territoire. Mais, et là l'observation a été soulignée plusieurs fois, ceci a une limite. La limite, c'est que le champ spatial de la compétence normative de l'État ne se confond pas avec le territoire. On l'a dit, elle va au-delà. Et c'est la problématique de l'extraterritorialité du droit. On dépasse la simple circonscription géographique. C'est la problématique aussi que l'on a évoquée des transferts de compétences à d'autres espaces géographiques. D'où le fait, et cela a été souligné, que deux espaces normatifs puissent être en interaction, en intersection, puissent se recouper, se découper. Cela découle du fait que le champ de compétences de l'État n'est pas un champ de compétences strictement territorial et que si la géographie peut éventuellement déterminer la norme applicable, je l'ai dit, l'application de la norme dépasse le cadre géographique.
La deuxième illustration de cette relation entre la géographie et le droit, me semble-t-il, on l'a trouvée dans la question du pluralisme juridique. La question du pluralisme juridique, c'est aussi la problématique de l'échelle, que l'on a évoquée plusieurs fois. C'est aussi la problématique de l'approche multiscalaire. Une situation peut relever de plusieurs espaces et donc implique une lecture juridique et géographique croisée. Donc cette question du pluralisme juridique implique une interrogation sur l'application géographique différenciée du droit qui va en découler. Ceci renvoie au fait que l'État n'est pas le seul foyer normatif. Tout dépend là aussi des espaces géographiques dans lesquels on se situe, tout dépend de la tradition constitutionnelle à laquelle on fait référence. Évidemment, cette problématique aura bien plus d'écho dans certains pays latino-américains ou au Canada qu'en France, si je prends l'exemple opposé. Cette interrogation sur l'unicité du foyer normatif de l'État aboutit, à mon avis, en amont, à une interrogation sur la gestion du pluralisme, pluralisme de juxtaposition, pluralisme de coordination, pluralisme de superposition, avec les enjeux géographiques qui sous-tendent ces modalités de gestion du pluralisme. Et puis en aval, cette interrogation aboutit à la réflexion sur la construction du fameux droit mondial, cosmopolitique, a-t-on pu dire, du droit global, c'est-à-dire déraciné de la terre, on a dit, un droit qui a vocation à libérer les espaces. Et cette libération des espaces, cela a été souligné, est certainement favorable à l'expansion du droit constitutionnel. Droit, en toute hypothèse, qui a vocation maintenant, dans un mouvement inverse, à saisir la géographie, et c'est ce que je voudrais évoquer dans un second temps. La géographie saisie par le droit constitutionnel. Je crois que dans nos interrogations, la dimension juridique de l'espace a été au cœur, et est au cœur, en réalité, pas a été, est au cœur des préoccupations, si j'ai bien perçu, des géographes, qu'ils soient spécialistes de l'environnement ou autres. Enfin, il y a une interrogation commune qui semble être une interrogation sur les représentations de l'espace. D'où cette question, est-il alors possible de s'émanciper de l'espace juridique? Est-il alors souhaitable de s'émanciper de l'espace juridique? Moi, je crois que le géographe ou la géographie a besoin du droit en général, je plaide pour ma chapelle, et du droit constitutionnel en particulier, et ce pour deux raisons. Parce que d'abord, je crois, il y a la raison du découpage de l'espace par le droit, et c'est une première idée. Et la deuxième idée, c'est que ce découpage de l'espace par le droit permet d'appréhender le territoire comme un espace de droit. Première idée donc, le découpage de l'espace par le droit. Alors, dans les débats que l'on a animé, il y avait deux idées, me semble-t-il. L'idée selon laquelle le découpage est une modalité et la frontière est un outil. Le découpage est la modalité, la frontière est le moyen. Le droit constitutionnel, le droit international vient délimiter les territoires. On s'est interrogé sur les qualifications juridiques de l'espace et je voudrais l'illustrer de deux manières. D'abord par le fait que la géographie s'intéresse à la spatialisation des phénomènes. Alors, si j'ai bien compris, on peut appeler ça la géographie sociale. La géographie va saisir les enjeux spatiaux. Quelle est la nature de l'espace? Tout le monde peut-il découper l'espace? Faut-il être spécialiste ou non? Qui sont, on s'est interrogé, les commanditaires de la découpe de l'espace sur le plan géographique et qui sont les destinataires? Alors évidemment, il y a une vraie perspective qui peut être complètement renversée. On peut aussi s'interroger sur des logiques d'instrumentalisation du découpage et en tous les cas des logiques de légitimité du découpage de l'espace. Et quand on parle de légitimité, ça fait écho au droit. Le droit est très intéressé par la légitimité. C'est la légalité versus la légitimité. Du coup, la géographie est alors bien une science de l'organisation de l'espace et il a été relevé d'ailleurs que les données naturelles suffisaient rarement ou avaient pu suffire à une époque à définir l'homogénéité d'un territoire donné. On a parlé des régions avec notamment la délimitation, si mes souvenirs sont bons, par les frontières naturelles et les fameux bassins hydrographiques. La région toujours parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur sa signification, sur l'évolution de son statut. Et donc si on s'intéresse
s'interroge sur le statut de la région jusqu'à aujourd'hui, on s'interroge nécessairement sur son périmètre, donc sur son découpage territorial. Et il a été relevé aujourd'hui peut-être les incongruités de l'actuel découpage régional, dont on peut se demander quels sont véritablement les critères qui ont conduit à ce découpage, si ce n'est des critères de proximité entre régions. Ce découpage spatial, c'est aussi le rôle des traités. Je reviens sur le terrain du droit. Les traités, les normes internationales sont absolument indispensables à la reconfiguration des territoires. Finalement, les traités sont indispensables à la cartographie. Point, ligne, surface, l'articulation entre les trois paramètres nous a été expliquée. C'est cette articulation qui produit vraiment l'espace, qui produit la surface. Les espaces, ainsi, sont saisis par le droit international, voire le droit mondial, le traité étant leur source primaire. Alors si on peut discuter l'approche territoriale de l'espace, on peut la discuter, et vous l'avez discuté, vous avez parfois raisonné en réseau, parfois raisonné en zonage, si j'ai bien saisi. Donc si l'on peut discuter cette approche territoriale de l'espace, il y a quand même une seule certitude, c'est que dans tous les cas, quel que soit l'espace considéré, quel que soit le territoire considéré, au sens géographique ou au sens géopolitique du terme, le territoire reste un espace de droit. Et c'est ma dernière idée, le territoire comme espace de droit, comme espace du droit d'ailleurs, je ne sais pas, ou comme espace des droits, on pourrait en tous les cas s'interroger. Voilà, c'est le grand B du grand 2. Alors le grand B du grand 2, il sert à l'ouverture, alors je vais ouvrir. Il y a une sorte de circularité finalement entre géographie et droit constitutionnel, parce que une fois l'espace géographique découpé par le droit, eh bien cet espace devient source de droit lui-même, source d'autorité, source d'exercice du pouvoir. Pourquoi ? Parce que le territoire, d'une part, me semble-t-il, est un lieu caractérisé, ça a été rappelé, par une espèce d'unité forte qu'il constitue. Et d'autre part, parce que le territoire, en tant que lieu, est le fondement de l'exercice du droit, sans exclure, je l'ai dit, la prise en compte du pluralisme juridique qui va déboucher sur la préhension de sociétés, par exemple, multiculturelles, si on dépasse véritablement les approches statocentrées. Le territoire, donc, c'est un lieu qui s'inscrit, comme on l'a dit hier de mémoire, dans le monde étant lui-même un lieu. Alors c'est encore une histoire d'échelle, une histoire de localisation. Territoire, espace, lieu, monde. Je ne sais pas s'il y a une échelle, une gradation, mais en tous les cas, il y a ici des ensembles qui peuvent se recouper. 3 illustrations de ce territoire qui devient un objet du droit. L'État. L'État, c'est le lieu de la souveraineté. La souveraineté peut être partagée, elle peut être plurielle, elle peut être plurale. L'État, au sens du territoire, c'est aussi le lieu d'épanouissement, on l'a rappelé, du constitutionnalisme. Le constitutionnalisme est intimement lié à la culture. Constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme, je dirais. Et tout ça nous renvoie à la géographie. On a rappelé le constitutionnalisme évolutif, le constitutionnalisme originaire, le constitutionnalisme révolutionnaire, bref, tous ces constitutionnalismes renvoyant à une identité constitutionnelle étatique donnée. Deuxième illustration, la problématique régionale, encore et toujours, vous allez me dire, c'est l'actualité, mais quand même, un des enjeux déterminants dans la problématique régionale aujourd'hui, en dehors du découpage, c'est le choix de la capitale. Écoutez les débats, allez consulter, allez lire les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'était la détermination de la capitale qui devenait un enjeu stratégique. Pourquoi ? Parce que la capitale, c'est le pouvoir administratif, c'est le pouvoir politique, c'est la symbolique de la puissance dans cette circonscription régionale. Et puis, en vous écoutant, il m'est aussi venu l'idée d'une 3e illustration, en disant qu'un espace pouvait être une source de droit, c'est la problématique de la délimitation du domaine public naturel en France et ailleurs, qu'il s'agisse du domaine public maritime, fluvial ou terrestre. Particulièrement, la délimitation du domaine public naturel se fait à partir de frontières, et de frontières mobiles, les fleuves, le niveau des alluvions, les laits et les relais de la mer. Dans toutes ces hypothèses-là, l'organisation de l'espace, elle se fonde sur le mouvement, sur la mobilité, et non sur une frontière figée. Mais en tous les cas, ce n'est pas parce qu'il y a mobilité qu'il y a absence de normativité. Ce n'est pas parce qu'il y a mobilité qu'il y a absence de droit. Alors en conclusion, Monsieur le Président, j'ai été long. Au final, que retenir ? Beaucoup de choses de tout ça, en dehors de ces très modestes conclusions, et beaucoup de choses que je n'ai certainement pas évoquées, mais peut-être 2 idées. Retenir d'abord qu'il existe une dimension normative de l'espace et de la cartographie.
Et puis retenir aussi, deuxième idée à l'inverse, qu'il existe une géographie du droit qui pourrait certainement nous conduire à nous interroger sur comment cartographier les espaces constitutionnels. Et la boucle est bouclée, et la boucle est bouclée, mais sans trop la boucler, parce que c'est peut-être ici un sujet d'un deuxième colloque pour Florence et Stéphane Schott, un deuxième colloque regard croisé. Je ne suis pas sûr d'accepter d'en refaire la synthèse, mais en tous les cas, je vous livre l'idée. Merci, Monsieur le Président.